Après avoir créé la sensation dans la partie est du pays, c'est dans le Katanga que Marie-Olive Lembe Kabila va clôturer le mois de mars dédié au respect des droits des femmes. Elle est accompagnée d'une grande délégation de journalistes communicateurs ou leaders d'opinion. Le gouverneur du Sud Kivu a de nouveau été réhabilité par la Cour constitutionnelle après la dernière aventure de l'Assemblée provinciale. Théo Ngwabidje a salué dans ses canaux officiels le triomphe de l'état de droit. Entre-temps, plus de 200 personnes se sont réunies au sujet de la province du Sud Kivu, justement afin de réfléchir sur des voies et moyens d'y rétablir la paix et impulser son développement. Nous parlerons également de la littérature dans ce journal avec la deuxième édition du Salon du Livre africain qui a vécu à Paris en présence de 200 écrivains et 60 maisons d'édition et librairies. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'actualité de ce mercredi partout sur les réseaux sociaux et dans les médias. L'ancienne première dame, Olive Lembe Kabila, a été aperçue embarquant dans un vol commercial avec une forte délégation. Destination Lubumbashi, la présidente de la fondation Initiative Plus se rend dans le sud du pays après une brillante tournée dans les provinces du Nord et Sud Kivu, actuellement touchées par une sérieuse situation d'insécurité. Dans le Katanga, également considéré comme chez elle, Marie-Olive Lembe Kabila compte clôturer en beauté le mois de mars dédié universellement au respect des droits des femmes. Un couac quand même lors de ce voyage, l'interpellation encore sans justification jusqu'à l'heure actuelle du coordonnateur de l'ASBL Kabila Forever, Junior Petit, par les agents de la DGM. Son passeport confisqué, il n'a pas pu effectuer ses déplacements cet avant-midi. La Cour constitutionnelle vient de réhabiliter le gouverneur Ngwabidje dans ses fonctions. C'est après avoir introduit une requête à la Haute Cour que le droit a été dit. Il pourrait ainsi reprendre son bâton de commandement à la tête de la province du Sud Kivu. Après avoir introduit une requête en inconstitutionnalité de la motion votée par l'Assemblée provinciale du Sud Kivu en vue d'obtenir l'annulation de cette motion, dont la procédure ayant conduit à son vote était émaillée de plusieurs irrégularités. La Cour constitutionnelle siégeant en matière d'inconstitutionnalité vient encore une fois de plus réhabiliter Théo Ngwabidje dans ses fonctions de gouverneur du Sud Kivu. Dit par contre recevable et fondée la requête introduite par le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi, dit inconstitutionnel et par conséquent nul et de nul effet la motion de censure votée le 24 novembre 2022 par l'Assemblée provinciale du Sud Kivu contre le gouvernement provincial du Sud Kivu dirigé par le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi pour violation des articles 12, 13, 19 alinéa 3 dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Pour l'avocat de Théo Ngwabidje, c'est une victoire de droit et de la démocratie sous l'injustice. La Cour constitutionnelle a effectivement constaté des irrégularités criantes dans la procédure initiée par l'Assemblée provinciale du Sud Kivu pour voter une motion de censure mettant en cause mon client, le gouverneur. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est un grand jour où nous assistons à l'effectivité de l'état de droit, où mon client a été réhabilité. Et dès les prononcés de cette audience, mon client est réhabilité. C'est la 4e fois que cette motion a été votée au Sud Kivu contre le gouverneur Théo Ngwabidje. Avant cette dernière, il avait été déchu une fois avant qu'il ne soit réhabilité par la Haute Cour. Entre-temps, plus de 200 personnes participent depuis ce mardi 21 mars 2023 à une table ronde sur la paix et le développement dans la province du Sud Kivu. Une rencontre qui vise le retour de la paix et la réconciliation justement entre les communautés en vue d'aboutir au développement de cette partie dans l'est du pays. Il s'est ouvert à Bukavu, au Sud Kivu, les travaux de la table ronde sur la paix et le développement dans cette province de l'est de la RDC. Durant 4 jours, plus de 200 participants, membres des sociétés civiles, personnalités politiques, députés nationaux et provinciaux, sénateurs, opérateurs économiques, étudiants,
personnalités religieuses, chefs coutumiers réfléchiront sur les questions relatives à la paix, la sécurité et le développement de la province. Le ministre provincial de l'Agriculture, faisant l'intérim du gouverneur, a dressé un tableau des problèmes que rencontre la province. En ouvrant officiellement ses assises, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale de la RDC, Vital Banioué-Sizé, a rassuré que les résultats de cette table ronde sont attendus vivement par l'Assemblée nationale et le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui mise beaucoup sur la pacification de l'Est du pays. Le présent forum suscite des espoirs. L'Assemblée nationale attend des résolutions et ou recommandations constructives, parmi lesquelles une campagne provinciale bien réussie contre la balkanisation du pays, qui passe par le soutien à nos forces armées et l'esprit de défense et de vigilance. Cet important événement s'inscrit dans la vision du chef de l'État qui tient à établir l'autorité de l'État, la paix, la sécurité, la stabilité et le développement dans la partie est de la RDC, spécialement dans la province du Sud Kivu. L'équipe d'experts et consultants de la Banque africaine de développement vient d'entamer une mission de supervision des activités de quelques projets du gouvernement de la République, parmi lesquels le projet d'appui au développement intégré et de l'économie rurale, PROADER en abrégé. La mission de la BAD a visité 2 types de champs selon qu'il s'agisse de la convention ou encore du contrat que le PROADER a signé avec l'opérateur Ecosac pour un total de plus de 1600 hectares de manioc au bénéfice des ménages de quelques villages environnant le parc agro-industriel de Bukangalonzo. Les maniocs en maturité n'est autre que les livrables pour la première convention et celui au cycle végétatif concerne le contrat de production de la farine panifiable à base de manioc dans le but de faire face à la pénurie des farines de blé suite à la guerre en Ukraine, notamment, a fait savoir Carole Nzoré, expert en communication du PROADER. Les résultats obtenus à l'issue de ce passage aux différents champs de Bachongo, Moloshi et dans le parc agro-industriel de Bukangalonzo, dans la province du Kwango, n'ont pas laissé indifférentes les autorités congolaises présentes. Ceux qui disent que c'est un canard batté, il faut qu'ils viennent ici et censurer des vivres. Il y a des quoi peut-être des spéculations, mais quand vous êtes sur le terrain, vous voyez du début jusqu'à la fin, on a été de l'autre côté, même jusqu'ici, et la population elle-même en témoigne. Donc il y a de quoi mettre confiance à ce projet de PROADER, peut-être même les gens de BAD, peut-être eux-mêmes peuvent en témoigner. Quant à Philippe Ngwala, conseiller spécial du chef de l'État, a loué l'initiative du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans la province du Kwilu. Il s'est agi de la partie fiduciaire de cette mission de supervision de la BAD. Au Kwango, comme au Kwilu, la mission a fait quelques recommandations qui seront actées dans l'aide-mémoire. Programme de développement local de 145 territoires, le Bureau central de coordination, l'une des 3 agences chargées de sa mise en œuvre, attend d'ici quelques jours 313 ouvrages pour la première phase. Pour un atterrissage en douceur, le BCECO réunit depuis ce mercredi les représentants de toutes les agences locales d'exécution qui sont sous sa supervision. Au total, 82 représentants des agences locales d'exécution venus des 9 provinces couvertes par les bureaux centraux de coordination dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires prennent part à ces séminaires de sensibilisation. Le BCECO tient à un atterrissage en douceur pour la première phase des PEDEL. 145 territoires, 313 ouvrages, dont 124 centres de santé et 189 écoles sont attendus d'ici quelques jours. Bon, l'objectif principal, nous voulions rappeler aux ALE, qui sont nos partenaires, les targets, le résultat que nous attendons, l'IPDEL. Avec les ALE, nous attendons 313 ouvrages. Nous avons déjà cheminé avec eux 4 mois parce que la durée de réalisation d'exécution de travaux, c'est 6 mois. Nous devons voir comment renforcer nos relations. C'est ce que j'ai appelé l'accompagnement collaboration. Et ils réalisent, ils exécutent les ouvrages. Nous mettons
le moyen, mais aussi le moyen de contrôle. Pendant 2 jours, les BCECO et ses partenaires, les agences locales d'exécution donc, vont passer au peine fin les derniers réglages pour un aboutissement heureux de cette première phase. Pour rappel, le programme de développement local des 145 territoires est une initiative du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à doter les populations locales des infrastructures de base. En RDC, la CENI prône l'inclusion et tient à la participation des femmes en général et des autochtones pygmées en particulier. C'est dans ce cadre qu'elle a organisé une journée de sensibilisation des femmes pygmées ce mercredi. Objectif, faire réellement participer cette catégorie des femmes à cet exercice citoyen. C'est en prélude des élections de 2023 que la Commission électorale nationale indépendante, en partenariat avec l'AIFES, a réuni les femmes autochtones pygmées en la salle du collège Boboto pour une journée de sensibilisation au vote, qui est un droit pour tout citoyen. D'après le représentant personnel du président de la centrale électorale à cette activité, Didi Manara, son institution prône l'inclusion et ne veut laisser personne de côté, d'où la nécessité de sensibiliser ses futures candidates, observatrices et témoins de partis politiques. À la CENI, nous prenons l'inclusion. Nous ne voulons laisser personne de côté. Voilà pourquoi cette journée a été organisée, pour que ces femmes autochtones, comme toutes les autres femmes de la RDC, qui ont droit au vote, puissent réellement participer à cet exercice citoyen. Voilà pourquoi nous leur disons qu'ils ne soient pas frustrés. La CENI va protéger leurs droits. Dans son discours, la représentante des femmes autochtones pygmées a formulé plusieurs recommandations au gouvernement, notamment la mise en place des mécanismes efficaces afin d'organiser un programme particulier pour elles. À concrétiser avec des actes ou activités visibles et l'autonomisation de femmes et filles dépendant également de l'éducation numérique égalitaire pour la paix. Signalant que la cérémonie a connu la participation de Clara Collet, directrice régionale de l'AIFES, et Sylvie Birimbano, questeur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante. Accompagné d'une grande foule, Patrick Boussou de la FDC s'est acquitté de son devoir civique en se faisant enrôler dans la ville de Bukavu. Puisqu'on parle de processus électoral, justement, l'homme a profité à l'occasion pour sensibiliser les Kivusiens à un enrôlement massif. Ils étaient de milliers et milliers de Bukaviens venus essentiellement des Baguira pour saluer l'arrivée triomphante du notable Patrick Boussou Bouangui. Accompagné de sa tendre épouse, l'homme a eu droit à un accueil plus que chaleureux de la part de siens, dépassant toute attente. Par amour pour sa base, Patrick Boussou accepte de faire le pied, marchant avec elle, en bravant une longue distance, allant du port Iousi jusqu'à Baguira. La longue marche connaîtra sa chute au centre Bouriba, où l'homme est allé s'acquitter de son devoir civique et patriotique en obtenant sa carte d'électeur. Juste après la prise de sa nouvelle carte, Patrick Boussou a sensibilisé les siens à suivre son exemple. Je vous demande à vous tous aussi de vous enrôler massivement, parce que plus on s'enrôle, plus on aura la chance d'avoir des sièges au Parlement. Donc je vous demande de vous enrôler massivement. On va vers la fin. Je pense que on va quand même plaider pour qu'on puisse prolonger un petit peu, parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde et les jours approchent. Et vous savez, moi je suis toujours un adepte de l'unité. Cette province a besoin d'unité. Vous savez, on est resté longtemps à se quereller entre nous. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir toutes les communautés, les Barega, les Banyamulenge, les Bachi, toutes les communautés, les gens des Fizi et tout ça. Ça m'a fait énormément plaisir. Un signe de son parti AFDC autour du cou, Patrick Boussou prend le chemin de retour avec joie d'avoir été parmi les siens, tout en l'air rassurant de continuer sa lutte pour le développement intégral du Grand Kivu. Pour optimiser sa mission de contrôle dans les sociétés principales afin de valoriser les entrepreneurs congolais, l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés et la Fédération des entreprises du Congo se sont mis d'accord désormais pour collaborer à travers la signature d'un protocole d'accord. Suivez cet événement. Cette cérémonie des signatures du protocole d'accord entre l'ARSP et la FEC vient consolider les relations bilatérales entre ces deux structures pour la prospérité des entrepreneurs congolais et la sécurité des investissements des grands groupes multinationaux tels que promis récemment par le président de la République. Honneur soit rendu au président de la République qui, après avoir exprimé sa vision dans ces secteurs,
afin d'en finir avec la souffrance des Congolais. On a activé la matérialisation en nous confiant la charge. Nous sommes engagés à ne pas les décevoir. Albert Yuma, président de la FEC, reste optimiste quant aux retombées de cette convention. Mon cher Miguel, l'honneur qui vous a été fait par le chef de l'État témoigne de la confiance qui a été placée en vous pour diriger la RSP et développer l'économie de la sous-traitance de notre pays. Pour le dire Kaba du chef de l'État en charge des questions économiques, ceci présage une éclosion réelle qui va déboucher sur la création de la vraie classe moyenne en RDC. Je me réjouis donc de la vision du chef de l'État, à l'avoir compris tout de suite. Et quand il disait qu'il devait créer des millionnaires congolais, c'est exactement à la sous-traitance auquel il pensait en premier. Le patron de l'entrepreneuriat et des PME a réitéré son dévouement à ce secteur. Ceci démontre la volonté politique du gouvernement de mettre en place des partenariats constructifs entre le secteur public et le secteur privé. Ensuite est arrivé le moment solennel de l'événement. Ainsi, le protocole d'accord est signé. Et cette longue et chaleureuse poignée de main insinue un mariage à succès entre l'ARSP et la FEC. La vice-présidente du Parti des démocrates pour la bonne gouvernance et députée provinciale de Kinshasa, Marie Kiet, poursuit sa campagne de sensibilisation des femmes en ce mois de mars. Ce week-end, elle a été dans la commune de Mongafula pour non seulement célébrer la femme, mais aussi échanger avec ces dernières quant au choix électoral en décembre. En défenseuse acharnée des droits des femmes, la députée et vice-présidente du PDG, Mariquette Mutinga, poursuit sa campagne de mobilisation des femmes en ce mois lors de Dié. Mariquette Mutinga est allée sensibiliser les femmes du Parti des démocrates pour la bonne gouvernance de la Fédération de Mongafula, question de les préparer à affronter efficacement les échéances électorales prochaines en votant utile. S'adressant à une foule nombreuse, la députée et vice-présidente du PDG en charge de la mobilisation et Ligue des femmes a martelé sur le choix que ces dernières doivent opérer pour arriver à changer la gouvernance du pays et gagner la bataille électorale pour le développement. Il faut voter utile. Notre pays doit aller de l'avant. Ne vendez pas vos suffrages en échange d'argent et de quelques biens. Je vous demande de soutenir les actions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'y est dénoté que Mariquette Mutinga sensibilise et travaille d'arrache-pied pour l'amélioration du score des femmes aux élections futures, une façon de le faire accéder à des postes de responsabilité en République démocratique du Congo. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kabula-Katwe, a effectué une ronde mardi dans 2 minoteries. Objectif, se rendre compte personnellement de la transformation de maïs en farine made in Haut-Katanga pour desservir le marché louchois. Le chef de l'exécutif provincial était accompagné du vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy et de quelques ministres provinciaux. Plusieurs tonnes de maïs sont transformées en farine dans quelques minoteries de la ville de Lubumbashi. Le gouverneur de province, Jacques Kabula-Katwe, a fait la ronde des minoteries œuvrant en partenariat avec la province. Le numéro 1 de la province a débuté sa visite par la minoterie Go-Congo. Ici, plusieurs tonnes de maïs sont transformées en farine avant de les larguer sur le marché louchois et ainsi contribuer à stabiliser le prix. L'autorité provinciale a suivi sur place des explications claires sur la production de la part du responsable de cette minoterie. De là, Jacques Kabula-Katwe se rendra à la minoterie Africa Milling. Plusieurs sacs de la farine de maïs sont déjà disponibles et n'attendent qu'être acheminés dans des points de vente. Satisfait, le gouverneur promet aux Louchois que le marché sera bientôt inondé. Jacques Kabula-Katwe a par la même occasion exhorté les agriculteurs bénéficiaires de l'exonération du gouvernement provincial de redoubler d'efforts pour cette saison culturelle en cours. Je suis très soulagé de voir que les choses évoluent comme il se doit. Déjà sur le marché local, nous avons commencé à inonder notre farine depuis un certain moment à 20 000 et cette fois-ci nous allons y aller avec grande vitesse pour que la farine soit partout. C'est un appel à tous ceux-là qui peuvent venir nous joindre dans notre programme de subventions aux agriculteurs. Cette année nous avons fait 20 000 hectares
des subventions, mais nous pensons que l'année prochaine, nous pourrons faire mieux que ça. Bien avant, le chef de l'exécutif provincial avait visité l'entrepôt de la Gécamine au quartier industriel, où sont stockées les réserves stratégiques de maïs de la province du Haut-Katanga. Signalant que le gouverneur de province avait dans sa suite son vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa-Kimimba et quelques ministres provinciaux. Le ministre de l'ESU, Steve Mbikayi, a été l'invité d'honneur de la cérémonie de fin d'études des bénéficiaires des bourses de l'excellence et de la solidarité nationale ce mercredi 22 janvier dans la commune de Kitambo, bourse qu'il avait créée pour permettre aux enfants issus des familles démunies, souvenez-vous, des enfants pauvres et aussi des désœuvrés pour étudier pendant 5 ans sans avoir à payer des frais. Ovationnés par les bénéficiaires de la bourse de l'excellence et de la solidarité nationale en compagnie de leurs parents, l'invité d'honneur de cette cérémonie, Steve Mbikayi, ancien ministre de l'ESU, actuellement député national, s'est dit satisfait du sérieux de ses étudiants de la première édition, mais déplore tout de même la non-pérennisation de cette bourse après son départ de ses ministères, alors que l'arrêté la créant est encore en vigueur et n'a jamais été abrogé. Bon, c'est un sentiment de joie d'une part et puis un sentiment de regret. D'abord de joie, pourquoi je suis arrivé au ministère de l'ESU en 2016. Et en 2017, j'ai créé 2 bourses. Celle-ci, d'excellence solidarité nationale, et puis la bourse pour l'émergence du Congo. C'était pour que les enfants des familles modestes ou des familles pauvres étudient aussi, sans payer, mais permettre aussi aux enfants excellents de pouvoir faire les sciences, la technologie pour notre développement. Et après les études, les envoyer à l'étranger. Il y a eu 2 éditions, mais après moi, donc, la bourse n'a pas continué. Je pense que ça doit continuer parce que l'arrêté existe bel et bien. Pour les boursiers, merci et les maîtres mots à cet ancien ministre pour ces 5 années d'études sans rien payer. Nous tenons à remercier l'initiateur de cette bourse puisqu'il avait pensé à certaines filières qui étaient désertées et en manque d'étudiants. Les parents des boursiers présents à cette cérémonie ont également eu des mots justes pour saluer l'esprit de créativité de Steve Mbikayi. Ces étudiants, licenciés avec brio grâce aux 2 bourses initiées par Steve Mbikayi dans sa gestion du ministère de l'ESU. En marge de la commémoration de la Journée internationale de la femme, une fois de plus célébrée ce 8 mars, vous le savez, la présidente de la Fondation Anunga a organisé plusieurs activités de terrain, notamment des sensibilisations sur l'autonomisation de la femme, et c'était dans la circonscription électorale. Elle a toujours voulu partager le peu qu'elle possède avec des vulnérables. Elle, c'est Véronique Anunga, présidente de la Fondation Anunga, cette dame des fers, a, en marge de la célébration du mois de la femme, organisé plusieurs actions des terrains dans différentes communes de la circonscription de Funa. La présidente de la Fondation Anunga a d'abord, dans une adresse faite le 8 mars de cette année, sensibilisé les femmes à une prise de conscience afin de contribuer au développement de notre pays. La présidente de la Fondation Anunga a d'abord, dans une adresse faite le 8 mars de cette année, sensibilisé les femmes à une prise de conscience afin de contribuer au développement de la République démocratique du Congo. Je viens dire à toutes les femmes de soutenir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision pour le développement du Congo par nos prières. C'était avant de se rendre dans la commune de Makala pour assister financièrement toutes les personnes bloquées à l'hôpital, faute des paiements des frais d'hospitalisation. Ensuite, elle a organisé des journées de sensibilisation toujours à Funa sur l'autonomisation de la femme, puis posé plusieurs gestes de charité, notamment la distribution de pannes. Téné, la Fondation Anunga a toujours volé secours à toutes les personnes ayant des projets qui peuvent booster le développement du pays, ainsi réduire les taux de chômage. Assistance aux forces armées de la République, la Fondation Hubert Mamba, œuvrant dans le social, vient de faire un don d'un lot de médicaments et d'équipements médicaux au FARDC. La célébration et la remise a eu lieu ce mercredi dans l'enceinte de la zone de défense.
La fondation Hubert Mamba vient de répondre favorablement à l'appel lancé par le chef de l'État au sujet de la mobilisation générale derrière les FARDC. Dans sa gibecière, un lot important des médicaments et d'équipements médicaux destinés aux forces armées de la RDC engagées au front pour défendre la patrie. Ce don de la FOUMA a été réceptionné par le chef d'état-major général, représenté par le chef d'état-major général adjoint en charge de la logistique, le général Théophile. Hubert Mamba, président de la fondation qui porte son nom, revient ici sur la motivation de ce geste de cœur. Notre pays est victime d'une agression barbare et injuste des touristes du M23 soutenus par le Rwanda. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, avait lancé une mobilisation générale. Réagissant à cet appel, la fondation Hubert Mamba, nous avons remis au FARDC un lot important de médicaments et de équipements médicaux afin de prendre en charge nos vaillants soldats qui sont déployés au front. Notons que la FOUMA œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des communautés locales par les billets, des soutiens financiers et formations sur mesure en faveur des jeunes et des femmes entrepreneurs. Il s'est tenu en France la deuxième édition du Salon du Livre africain de Paris qui a réuni 200 écrivains et auteurs ainsi que 60 maisons d'édition et librairies à travers le monde, organisées par la mairie du 6e arrondissement avec le concours de l'édition L'Harmattan. L'enjeu était de mettre en exergue les talents littéraires africains pleins d'inventivité et d'originalité. Pendant 3 jours, soit du 17 au 19 mars 2023, Paris a abrité la 2e édition du Salon du Livre africain de Paris en marge de la Journée mondiale du livre, organisée par Jean-Pierre Lecoq, maire du 6e arrondissement, avec le concours de l'édition Harmattan. 200 écrivains et auteurs, ainsi que 60 éditeurs et librairies, dont la plupart venus d'Afrique, ont exposé leurs œuvres littéraires et échangé d'expériences. Conférences, débats, séances dédicaces, défilés et slams, bref, les talents littéraires africains ont été mis en exergue pour marquer la montée en flèche de la littérature africaine, récompenser la montée en flèche de la littérature africaine, primée par son inventivité et de son originalité. Lors de la clôture, Éric Monjour, fondateur et directeur du salon. La Guinée était le pays invité d'honneur de cette 2e édition. Alpha Souma, ministre de la Culture, Tourisme et Artisanat de la Guinée, a remercié les organisateurs. Pour le compte de la République démocratique du Congo, la colonelle Mimi Bikela Mondele y a pris part en sa qualité d'écrivaine et Julie Melia Malundama, journaliste à l'Univers Télévision, écrivaine et présentatrice du salon littéraire Ngongi à Kinshasa, a loué sa participation à cette grande messe littéraire africaine de Paris. Ça m'a permis d'échanger quand même de l'expérience avec les 200 auteurs venus à travers le monde pour prendre part à cette grande messe littéraire. Ici, on a donné l'occasion à nous, auteurs et écrivains africains, de mettre en exergue le talent. Plusieurs auteurs, des renomms, ont présenté leurs ouvrages. À cet événement, des trophées ont été remis à quelques personnalités pour récompenser leurs efforts pour la promotion de la littérature africaine. En France, le président Emmanuel Macron s'est exprimé ce mercredi lors d'un entretien télévisé de 35 minutes sur TF1 et France 2 au sujet de la réforme des retraites. Il a estimé que sa réforme très contestée devait entrer en vigueur d'ici la fin de l'année. Emmanuel Macron a cependant affirmé attendre la décision du Conseil constitutionnel. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Après avoir créé la sensation dans la partie est du pays, c'est dans le Katanga que Marie-Olive Lembe-Kabila va clôturer le mois de mars dédié au respect des droits des femmes. Elle est accompagnée d'une grande délégation des journalistes, communicateurs et autres leaders d'opinion. Le gouverneur du Sud Kivu a de nouveau été réhabilité par la Cour constitutionnelle après la dernière aventure de l'Assemblée provinciale. Théo Ngwabidje a salué dans ses canaux officiels le triomphe de l'état des droits. Entre-temps, plus de 200 personnes se sont réunies au sujet de la province du Sud Kivu afin de réfléchir sur des voies et moyens d'y rétablir la paix et impulser son développement.
Nous avons également parlé de littérature dans ce journal avec la 2e édition du Salon du Livre africain qui a vécu à Paris en présence de 200 écrivains et 60 maisons d'édition et librairies. À tous et à toutes, merci d'avoir suivi ce journal. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste incontinue. La Direction générale des impôts DGI informe toutes les personnes physiques rémunérées par un tiers des droits publics ou des droits privés que conformément aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance loi numéro 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus tels que modifiés et complétés à ces jours et ces mesures d'application, elles sont tenues de souscrire au plus tard les 30 mars auprès de centres d'impôts synthétiques de l'administration fiscale du lieu de leur résidence une déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations afférentes aux rémunérations versées par leurs employeurs au courant de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus. Pour l'exercice fiscal 2023-2022, l'échéance des souscriptions de cette déclaration, qui doit être accompagnée des fiches des pays établis par l'employeur conformément au modèle prescrit par la réglementation en vigueur, intervient le jeudi 30 mars 2023. Ainsi, l'administration fiscale invite-t-elle toutes les personnes physiques concernées par cette obligation à retirer le formulaire de déclaration auprès de centres d'impôt synthétique du lieu de leur résidence ou à le télécharger à partir du site web de la DGI à l'adresse suivante www.dgi.gouv.cd. S'agissant d'un employé qui a changé d'adresse d'habitation par rapport à l'année de perception des rémunérations, la déclaration doit être retirée et souscrite auprès de centres d'impôt synthétiques correspondant à sa nouvelle adresse. La déclaration récapitulative annuelle de l'IPR doit être souscrite soit sur support papier, soit par voie électronique à travers la plateforme e-impôt employé, même en cas de non-paiement, des paiements partiels ou des retards des paiements des rémunérations. En cas de non-respect de cette obligation, il sera appliqué à l'employé défaillant une amende conformément à la législation fiscale en vigueur. Fait à Kinshasa le 20 février 2023 pour le directeur général en congé, Kabwa Kaoume Henri Maurice, directeur général adjoint.